Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on réfléchit à l'actualité de la semaine. Comme vous avez pu le constater, j'étais absent lors des 2 dernières semaines, mais mon équipe, Joanie et Jules, ont pris la relève. C'est des gens extraordinaires et ont fait un travail magistral. Je les en remercie et la preuve, je leur fais toujours confiance car aujourd'hui, je suis avec l'inégalable Joanie Riendo. Bonjour, Joanie. Bonjour, Pierre. Je suis contente de te revoir. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir pris la relève. Ah, c'est moi qui te remercie parce que Jules et moi, on a pris ta relève pendant les 2 dernières semaines et on a vraiment pu prendre encore plus la valeur de ton travail de recherche avant nos émissions. Donc, je suis bien heureuse de continuer la saison avec toi. C'est gentil. C'est vrai que j'ai l'air de ne pas travailler, mais je fais des efforts. Bon, Joanie, la température nous joue des tours. Une journée, il neige 10-15 cm. Le lendemain, il fait 9 degrés et puis tout fond. C'est particulier. On peut dire d'ailleurs bye-bye aux saisons. Moi, je pense aux motoneigistes, aux gens qui font la pêche sur la glace. La pêche sur la glace, etc. Les saisons ont été écourtées. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que c'est une année comme ça, ou c'est en train de nous annoncer que les changements climatiques risquent d'arriver plus vite qu'on pense? C'est clairement pas une année. C'est clairement pas une année extraordinaire. C'est pas, ça sortira pas de l'ordinaire. Je suis sûre que ça va changer. Déjà, dans les années précédentes, on voyait les saisons se raccourcir. C'est sûr que là, on a vu un changement drastique. On a eu un hiver particulièrement bizarre. Ben, c'était des changements de température intenses à très court terme, à chaque fois. On n'a pas eu de changement à long terme encore. On n'a pas eu 14 jours d'une température qui peut se ressembler. On n'a pas eu beaucoup de neige, on n'a pas eu... Puis on n'a pas eu de la belle neige non plus. On n'a pas eu de grand froid. Il y a peut-être fait une semaine de moins 30, là, mais sinon, on n'a pas eu des semaines de moins 40 comme on a d'habitude en février. Puis, sérieusement, moi, j'ai un deuil. J'ai même pas eu le temps d'aller faire de la raquette cette année. J'ai même pas eu le temps de faire un sport d'hiver cette année. Ouais, là, c'est parce que tu t'es peut-être décollé tard, là. Ben, ça se peut que je me sois décollée tard, mais d'habitude, c'est pas mal. J'aime beaucoup faire de la raquette de printemps, mois de mars, début avril. Tu sais, quand ça commence à fondre, mais que tu as une belle neige collante avec les... J'aime ça, mais déjà, les sentiers sont en boîte. C'est déjà le cas. Puis on est... on enregistre l'émission à la fin du mois de mars, donc c'est assez marquant, là. Oui, j'ai hâte de voir les bilans des clubs de motoneige aussi, parce que moi, je pense aux gens qui disent « Hey, on est confinés cette année, on investit dans la motoneige, on va pouvoir au moins sortir, prendre du plein air, puis avoir une saison écoutée comme ça, qui commence tard puis qui finit tôt. » Je ne sais pas si on peut en profiter quand même. Mais je te dirais qu'on est quand même assez chanceux parce que j'ai la chance, personnellement, d'avoir... Tous les membres de ma famille viennent plus du sud du Québec. Okay. Donc, j'ai de la famille à Québec, à Drummondville, à Saint-Armand, à Latuc, à Trois-Rivières. Et nous, on a eu de la neige. Nous, on a eu ce qu'il fallait pour être capable d'utiliser les équipements. Donc, oui, on l'a eu courte, mais il y en a qui n'ont juste pas eu. Qui n'ont juste pas eu de saison. Donc, je sais que cette année, le sentier du 49e, le parallèle 49, bien, ils ont eu des beaux résultats, des choses très intéressantes. Puis, beaucoup de touristes, étant donné qu'ils n'étaient pas capables de le faire dans leur territoire, mais ça a apporté beaucoup de touristes québécois. Donc, oui, c'est pas une année extraordinaire au niveau du tourisme, mais c'est loin d'être une année extraordinaire sur la qualité de l'hiver, parce que l'hiver, ça ne sert pas juste à... Attends. C'est loin d'être une année extraordinaire, point. Non. Soyons clairs. Hein, on est juste dans les 3 premiers mois de l'année. Ça fait... Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qu'il faut souligner. Ça fait quand même plus d'1 an qu'on est en confinement. Bien, je t'amène là-dessus d'ailleurs, parce que la région reste sous haute surveillance. On a vu beaucoup d'éclosions. On sent qu'il y a un petit ralentissement. On reste positif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on aura davantage de vaccins et beaucoup plus qu'on pensait en avoir là, dans les prochaines semaines. Oui, c'est des bonnes nouvelles parce que lors de la première vague, ou dès l'arrivée des vaccins, c'est la région qui en avait donné dans la région de Montréal. On avait envoyé de nos vaccins par solidarité dans les endroits qui étaient les plus chauds, où c'était plus complexe. Puis nous, on avait quand même un ralentissement important. L'augmentation des cas, il faut quand même calculer qu'on a eu une grosse vague dès le retour de la semaine de relâche. Puis ça a commencé dans les écoles, dans la MRC Domaine du Roi. Donc, on voit que ça a quand même un lien. Là. Là, avec Pâques qui s'en vient, penses-tu que ça va repartir ou que le monde a compris? Parce qu'on va se le dire, là, Pâques, là, à part avoir un congé, là, je veux dire, là, on s'entend que le côté religieux, c'est pas mal évincé de nos sociétés. Là. Il s'est peut-être évincé, mais c'est encore, par exemple, pour les jeunes enfants, des moments de joie à découvrir le printemps, la chasse au coco, le chocolat. On a quand même des chocolats de pâte trappiste chez nous. Donc,
il y a quand même l'aspect festivité. Tu sais, Pâques, là, si tu enlèves le côté religieux, au niveau païen, dans l'histoire, c'était pour fêter le printemps, l'arrivée de la fonte. Donc, on a cette énergie-là. On a plus de soleil, la neige fond, il fait plus chaud. Donc, tu sais, c'est pas juste l'aspect religieux. Donc, les gens vont avoir le goût quand même de se rassembler. Là. La dernière fois dans une année normale, on se serait rassemblés à Noël. Ça fait déjà 3 mois. Ah oui, je connais des gens qui n'ont pas vu. Moi, ma soeur, je ne l'ai pas vu depuis plus d'1 an. Là, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas tant les mesures. Parce que, pour revenir à ta question initiale, est-ce qu'on va avoir une remontée à part? Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est normal comme remontée après la semaine de relâche. Oui, mais j'ai l'impression que des fois, tu sais, on sentait que ça allait bien, puis chaque fois qu'on sent que ça va bien, puis qu'on relâche un peu, bien, on décolle. J'aimerais ça que le monde, tu sais, il s'entête un peu, puis fasse « Là, non, on peut-tu passer au travers, s'il vous plaît? » Il y a une émission au cours de la saison que toi et moi, on s'était parlé, puis tu avais hâte de sortir de ton confinement toi-même. Puis tu avais dit « Moi, dès que je peux, je vais sortir, puis je vais faire... » Moi, je m'étais dit « Je vais rester le plus possible à la maison, je vais trouver une autre façon d'encourager mes entreprises locales. » Tu sais, c'est qu'on est tous écœurés. Oui. On est tous écœurés, on est tous tannés de ces contraintes-là, de ce manque de relations sociales, de ce manque d'intimité aussi. Puis, tu sais, quand je dis intimité, là, c'est quand tu es obligé toujours de voir tes amis ou tes personnes dans tes endroits publics parce que tu n'as pas le droit de te rassembler dans un endroit privé, c'est pas la place que tu as le plus le goût de partager tes problèmes de santé mentale. Je comprends. Mais il reste que quand même, moi, je vois personne à part dans le travail, tu sais, je sors ici, mais sinon, je reste dans mon petite bulle familiale où je suis très heureux. Mais je comprends que des gens, mettons, qui sont seuls, célibataires ou qui vivent seuls, plus âgés, c'est peut-être difficile. Moi, je pense à mon père qui est seul à 75 ans. C'est pas évident. Bien, dans les derniers chiffres d'une recherche Ipsos, il démontrait que c'est le plus haut taux de délinquance face aux normes, c'est les 25-44 ans. Parce que, au cours des 3 derniers mois, je suis allée chez une amie, je suis allée, tu sais... On triche tout un petit peu. On triche toute la gang un petit peu. Puis en plus, je te dirais que c'est pas tant le coronavirus initial qu'on avait que les variants, c'est plutôt l'arrivée des variants, comme le variant britannique, le variant sud-africain, brésilien, puis il y en a un... Le double variant indien. Puis il y en a un autre qui est un variant... à breton, qui, lui, n'est pas détectable au test de coronavirus classique qu'on a. Mais ça, présentement, il est juste en France. Bon. Mais ça reste que là, il ne faut pas oublier que le coronavirus, c'est un virus dans la même catégorie que le rhume. Donc, le COVID-19, c'est la même que le rhume. Donc, le rhume, on en a plein de sortes différentes, le coronavirus. Ce coronavirus-là, le SRAS-CoV-2, c'est le vrai nom du virus, eh bien, on risque d'en voir plusieurs. Cependant, moi, là-dedans, on se dit, on aura bien beau resserrer les règles, retomber par exemple en zone rouge, on va juste créer plus de frustration dans la population. Oui, mais fait est de constater que chaque fois qu'on a tout confiné, ça a descendu. Vrai ou faux? Faut pas oublier que ça serait la 3e fois. Ah non, mais j'ai zéro le goût de ça, mais je vois qu'il y a quand même... Tu sais, je pense au gouvernement qui fait, écoute, quand on confine, ça marche, quand on déconfine, ça marche plus. Mais c'est... 1 plus 1. Le traitement, est-ce qu'il est plus dangereux que ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Parce que là, on parle de santé mentale, beaucoup chez les jeunes, de au niveau du travail, retard au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je sais qu'il y a quand même, au lieu du confinement, il y a des mesures qui ont été appliquées dans certaines régions de la France que je suis un peu plus, parce que vous remarquerez, quand la France prend des conditions, fait des actions, souvent le Québec va les faire 2 semaines après. C'est à peu près ça, là. Vous comparez les délais. Puis ce qu'ils ont fait, puis ça a donné quand même des bons résultats, c'est qu'ils n'ont pas remis le confinement, mais ils ont diminué le couvre-feu. Donc, au lieu d'être à 9h30, dans certaines régions, dans le fond, ils ont diminué à 6h30. Donc, les gens avaient encore de la vie sociale en allant au travail, étaient capables de faire leur commission, puis, il y avait moins de rassemblements. Il y avait moins de rassemblements. Donc, il y a des solutions, il y a des choses, mais en même temps, qu'est-ce qu'on se plaignait il y a quelques mois? C'est donc bien compliqué. Ah, ben là, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on parle quand même d'éléments de santé. On parle aussi qu'il y a moins de 2 ans,
on apprenait l'existence d'une... il y a plus d'1 an, on apprenait l'existence d'une pandémie mondiale. Donc, la science, il n'y a pas rien de comparable qui a été vécu. Donc, pour revenir à ta question initiale, je m'excuse, j'aime ça diverger un peu. En même temps, tu es payé pour faire du temps. On s'en parlera à la fin de l'émission. Je vous ferai une anecdote à ce sujet. Mais on a eu des grosses augmentations. On parle dans le système scolaire, c'est ultra virulent, ça se transmet partout. Mais là, ça commence à diminuer. Puis là, le nouveau vaccin qui va être homologué chez les moins de 15 ans, les 12-15 ans, sera efficace à 100%. Oui, selon le Pfizer BioNTech a été noté à 100% de réussite. Donc, on parle quand même pour les jeunes. Puis c'est présentement les jeunes qui sont les plus grands vecteurs. Parce que, par exemple, nous, notre hausse s'est passée dans les écoles. Donc, c'est une excellente nouvelle. Cependant, à quel moment on va être rendu à vacciner les jeunes? Alors, on n'est pas là. Parce qu'ils subissent moins les contre-coups quand ils ont la maladie, c'est moins difficile puis ils ont moins de chances de décéder. Parce que tout est là. Si personne décédait, on se poserait peut-être même pas la question. Pâques, je ne crois pas qu'on va être capable d'empêcher les regroupements. Cependant... on n'est pas capable de les empêcher depuis... Non, mais le fait qu'il y ait une remontée, le fait qu'on soit à risque, le fait d'avoir la menace de retourner dans la zone rouge, je pense qu'il va y avoir un peu plus de créativité sur les rassemblements qui vont plus respecter nos conditions actuelles de santé publique. Comme par exemple, profiter donc des parcs. On est capable d'aller dans un parc puis se faire un barbecue présentement, là, avec la neige qui fond, même au lac Saint-Jean. Il y a des belles chaleurs. Moi, je vous dirais que je ne serais pas gênée. Je ne serais pas gênée, moi, d'aller à une table puis chaque famille apporte son barbecue. Puis on... Bon, mais j'aime ça savoir que tu n'es pas gênée. Hey, je t'amène maintenant à Notre-Dame-de-Lorette. Je t'en ai parlé du coronavirus. Un projet de station, on sait que ça fait longtemps qu'ils ont perdu le dépanneur, station-service, des services de proximité importants. Et là, il y aura un projet d'une station-service automatisée. Donc, que tu vas, tu es capable de payer, qu'il n'y a pas de commis, etc. C'est un beau projet pour une petite municipalité qui est quand même loin et enclavée dans le bois. Bien, c'est éloigné, mais pas isolé, parce qu'il y a quand même un lien. C'est une super de bonne nouvelle. Présentement, à Saint-Augustin-d'Alma, lorsqu'ils ont créé leur coopérative avec la station d'essence, c'est déjà un système automatisé. Cependant, c'est à la surveillance parce qu'à Saint-Augustin-d'Alma, c'est une coopérative. Il faut être membre pour faire le plein. C'est la surveillance de ces cartes-là que c'est plus complexe. Mais pour Notre-Dame-de-Lorette, c'est que le système, lorsqu'on a un pompiste, ça coûte moins cher. Oui, mais c'est aussi qu'au niveau de la régie du bâtiment, parce que c'est la régie du bâtiment et des infrastructures qui gère les stations d'essence, lorsque tu as un employé, l'employé est capable de faire une inspection de la cuve à tous les jours. Donc, c'est pour ça aussi, parce que c'est quand même des cuves extérieures. Il faut que tu regardes s'il n'y a pas de fuite, il faut que tu t'assures que tout est correct. Donc, le fait que ça soit automatisé, c'est que tu épargnes au niveau du salaire de la personne, surtout dans des périodes de basse saison, parce que ce qui est le fun avec le projet de Notre-Dame-de-Lorette, étant donné que c'est quand même un très bel endroit pour les motoneigistes, mais aussi pour les quadistes, pour arrêter au lac Mathieu. C'est un super endroit. Si vous n'y aviez pas été, je vous invite. Moi, j'ai hâte d'aller voir le nouveau bâtiment. Je n'y ai même pas encore été. Bien, c'est qu'on va épargner comme ça, mais c'est aussi que les employés dans le relais, eux peuvent aller voir. Donc, tu n'as pas à payer un pompiste qui est juste pour ça. Donc, ça, c'est le fun. Tu peux avoir des épargnes. Le prix va quand même rester intéressant. Puis, c'est aussi qu'il va durer dans le temps. Tu n'auras pas à... Si un quadiste ou un motoneigiste se retrouve en problème, en panne, mais en plein milieu de la nuit, il n'y avait pas de service, là. Donc, c'est des choses qui sont importantes à voir. Je pense que c'est un beau projet. Ah oui, Quand est-ce qu'on va savoir si on va aller de l'avant ou pas? Est-ce que tu as une idée ou on est juste on débrousse? Je pense que c'est beaucoup plus que le débroussaillement parce que la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette, ce projet-là, il travaille dessus depuis près de 4 ans déjà. Transformer les installations du lac Mathieu comme plus un espace touristique. Donc, un lieu de résidence touristique, d'animation géré par les citoyens parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont une superbe place d'hébertisme pour les 7 à 77 ans. Un peu comme ce qu'on voit au lac Adjim? Je ne peux pas comparer le lac Adjim, je suis désolée, je n'y ai pas encore été. Ah, d'accord. Donc, ils sont en train d'installer, il y a un lac qui n'a pas de surveillance, mais qui est baignable.
Puis le projet, c'est comme plus une phase 2 ou une phase... Ils sont comme rendus à la phase 3. Donc, la phase 1 était l'aménagement extérieur, l'installation du terrain. La phase 2, c'était le changement du relais du bâtiment qui était le chalet des loisirs. Puis la phase 3, bien, lorsque je côtoyais les gens de la ville de Lorette, la phase 3 était de le transformer en camping. Mais là, je suis très heureuse pour eux qu'il y ait assez de commentaires pour qu'ils puissent perfectionner. Puis en plus, on est dans une période de pandémie, donc c'est pas le temps de créer un camping. Non, Mais ça veut dire que c'est assez bon, c'est assez intéressant. Il y a assez d'achalandage pour qu'avant de faire une phase 3, ils puissent déjà augmenter l'amélioration des services qui sont sur place. Donc, ça veut dire aussi que c'est quand même des montants importants parce que pour changer un système, c'est 130 000 pour changer. Pour une petite municipalité qui n'a pas nécessairement beaucoup de moyens. Non, c'est pas. Si on parle d'une municipalité qui, selon les derniers chiffres, a moins de 100 citoyens. Donc, dont 3 en bas de 18 ans. Donc, on parle vraiment, c'est pas une situation qui est... Municipalité dévitalisée. Oui, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de vie, puis il y a beaucoup de changements grâce aux employés municipaux et au conseil municipal et au comité de développement économique. Il y a de la vie, là. C'est pas parce que c'est dévitalisé, c'est parce que ça commence, là. Ça commence ça prend du temps pour revitaliser un milieu. Absolument. Puis, oui. donc, c'est ça, c'est quand même un projet de 130 000 $. Donc, ils sont surtout en attente des fonds. Parce qu'étant donné qu'ils ont déjà un réservoir, les autorisations, ça va juste aller en s'améliorant si le système est automatisé. Parfait, parfait. On va suivre ça de près. Oui! Terre agricole. Non, mais il faut en parler parce qu'il y a eu une augmentation des prix pour les terres agricoles depuis plusieurs années. Là, on se rappellera de la saga Pangea, etc. Ça continue. Puis la problématique est beaucoup pour la relève, parce qu'ici, c'est un terreau fertile pour la relève agricole. Il y a beaucoup de place, on fait le retour à la terre. Là, on est un peu dans cette mouvance-là, de retourner, de se réapproprier ce qu'on mange, de respecter les saisons, d'encourager nos agriculteurs locaux. Mais il reste qu'il y a une difficulté pour acheter des terres, des fermes, et ben, la montée des prix des terres agricoles est faramineuse. Bien, la valeur de tout ce qui est installation terre, depuis le début de la pandémie, ça augmente de manière faramineuse parce qu'il ne faut pas oublier que depuis la pandémie, au début de la pandémie, on avait coupé tout le transport. Donc, on n'était pas capable d'être autosuffisant. Donc, il faut couvrir les frais, il faut être capable de... on est déjà dans une pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour dire que ça a augmenté de valeur une ferme qui fonctionne bien, une installation agricole qui fonctionne bien. Fonctionne bien. Mais il y a un programme, il y a un projet qui se fait à travers le Québec qui s'appelle le programme ARTER. A-R-T-E-R-R-E. Le programme ARTER fait des jumelages entre des jeunes professionnels du domaine agricole ou encore expérimentés du domaine agricole et qui leur affichent des offres de propriétaires qui sont intéressés à vendre ou avoir un projet de reprenariat. Okay. Donc, ça fait des matchs. Ah, intéressant. Et puis ça, c'était à travers le Québec. Puis c'est M. François Potvin ici et M. Gervais Laprise pour les deux MRC, MRC Maria Chapdelaine et MRC Domaine du Roi, qui sont responsables de ce projet-là. Puis ils font venir régulièrement des jeunes professionnels qui viennent visiter des offres de fermiers d'ici, d'agriculteurs d'ici, qui sont prêts à vendre ou à faire un projet de reprenariat. Donc, au niveau du financement, oui, c'est problématique. Cependant, c'est de plus en plus nécessaire. C'est de plus en plus nécessaire. Puis, il faut en plus ne pas oublier les problèmes que les agriculteurs peuvent rencontrer. Pas tant, il y a eu la baisse des prix des produits qu'ils peuvent vendre, mais c'est aussi au niveau de la santé mentale. Il y a eu plein de choses. Donc, ça vaut la peine de regarder. Puis, c'est quand même très intéressant, là. Il y a plein de projets diversifiés à travers le lac Saint-Jean, là. On a autant des fermes laitières, on a des fermes de viande, des fermes bovines, on a des petites entreprises, on a ici le maraîcher forestier à Maria Chapdelaine qui a des légumes, il y a plein de choses. Et j'ai appris dernièrement par ma nouvelle collègue, saviez-vous qu'on avait une ferme d'alpaga à Domaine du Roi? Oh, moi, j'adore ça, mais tu sais, on voit quand même qu'il y a des solutions qui sont sur place, des solutions qui durent déjà depuis longtemps, qui sont en relation avec l'UPA puis avec différents centres, parce que dans notre région, on n'a peut-être pas un institut de technologie de santé,
agricole. On n'a pas d'institut de technologie agricole, mais on a quand même un centre de recherche sur l'agriculture à Alma. On a l'UPA qui est très active. On a aussi dans le fjord du Saguenay c'est des terres qui sont allouées pour essayer des nouvelles plantations. Donc, c'est une coopérative où les gens, comme des entreprises en incubation, ben c'est des fermes en incubation où que les propriétaires, au lieu de commencer avec un grand champ, peuvent commencer avec un petit, essayer si ça marche, puis en ayant ces tests-là, en ayant essayé, ben ils peuvent plus facilement aller dans une banque et dire « Voici ce que ça a donné sur l'espace de recherche. Maintenant, on veut l'aller plus loin. » En plus, on a un autre centre de recherche à Normandin qui est un centre de recherche en agriculture. Donc, on est un milieu... On est quand même bien positionné. C'est pour ça aussi que la valeur des terrains valent cher. C'est parce que c'est rentable. Oui, il y a beaucoup... Ça fait vivre beaucoup d'entreprises. Oui, c'est rentable, mais il y a beaucoup d'investissements à faire avant que ça devienne Oui, rentable. puis il y a beaucoup d'entretien à faire. Tu sais. On parle quand même que le domaine agricole fait quand même vivre plusieurs industries chez nous aussi. Là. La fromagerie, les réparations d'équipements. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, c'est super intéressant, c'est super motivant avec des terres qui sont quand même très fertiles. Puis dans un endroit qui était au départ pas très attractif parce que les gens allaient plus vers les grands centres parce que la distance avec les grands marchés était plus proche. Ouais. Mais là, c'est plus ça les valeurs des nouveaux employeurs, des nouveaux acquéreurs. C'est beaucoup plus du local, de la diversification puis de l'efficacité. Good. C'est intéressant. Puis ça m'amène à te parler de la création d'un bioparc à Saguenay pour justement créer à partir en fait, du gaz naturel à partir de résidus agricoles. Alimentaires. On a déjà eu des projets avec du forestier, etc. Un beau projet, ça. Enfin, un beau projet du 21e siècle pour Ville-Saguenay. Bien, ce qui va être mélangeant pour eux, parce que c'est quand même assez particulier, c'est que présentement, quand on parle de GNL, on parle de gaz naturel liquide. Oui. Donc, un bioparc, c'est du GNR. C'est du gaz naturel renouvelable. Oui. Donc, c'est de la transformation du méthane, qui est, par exemple, le fumier des animaux, les produits en décomposition, qui, eux, vont créer du méthane qui va aller dans le système... Tandis que GNL, c'est de la fracturation hydraulique, où là, on émet plutôt des gaz à effet de serre. Où l'extraction venait de l'ouest du Canada. Donc, on parle d'un transport à plus grande risque. Plus grande échelle et plus grand risque dans des endroits... Donc là, on parlait de proximité tout à l'heure pour les services alimentaires, pour l'agriculture, mais on va en parler encore de la proximité pour la création. Donc ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un écosystème économique. Parce que beaucoup de fermes sont chauffées... C'est circulaire. Parce que beaucoup de fermes sont chauffées au gaz naturel pour les animaux. Les animaux, ils font quoi? Ils font caca. Ils font caca. Il s'en va où? Il s'en va au bioparc. Ça revient en gaz naturel. Ça revient en gaz naturel. C'est magique. Donc... Ça, c'est un projet d'avenir. Puis en plus, aussi, c'est que c'est quand même, oui, il y a quand même des investissements, mais en plus, on a une meilleure gestion des déchets. On valorise beaucoup plus les déchets parce que les caca, ben, ils se transforment quand même en fumier dedans. Donc, ça va être réutilisé dans les champs après. Absolument. Donc, puis il y a eu une augmentation de demande au niveau du gaz naturel chez Énergir, alias avant, Gaz Métro. Donc, on vient répondre à un besoin local, on diminue la part des gros bateaux gaziers, on n'a pas besoin, ou en tout cas, dans le projet initial, il n'y a pas de gazoduc prévu. Donc, c'est une super de belle façon de démontrer que oui, il y a une demande en gaz naturel, mais on n'est pas obligé de casser des roches à l'autre bout du Canada, de traverser des forêts, des terres agricoles, des terres autochtones, des forêts qui sont protégées, pour les envoyer en Inde. Oui, puis il ne faut pas oublier que la fracturation hydraulique, le transport, tu sais, je veux dire, là, on ne fait juste pas aider l'environnement, en fait. Alors qu'au contraire, là, on diminue la charge de nos centres de déchets. On augmente la valorisation des déchets parce qu'ils continuent à se décomposer, ils continuent à faire du fumier, mais
l'air, le méthane qui est dedans va être récupéré afin d'être plus efficace, afin de faire du chauffage. Donc, c'est beaucoup plus circulaire, c'est beaucoup plus responsable de l'environnement, puis c'est beaucoup plus payant parce qu'en plus, les installations vont être ici. Ça veut dire que les emplois vont être ici. Là, on est vraiment dans la transition socio-écologique. Dans le rapport du BAP qui a été donné l'année passée, pas l'année passée, la semaine passée du GNL Québec, c'était une des choses qui disait, oui, ça va être payant pour la région, mais seulement les 4 premières années où ça va être construit, parce que l'ensemble des profits va être fait beaucoup plus au lieu d'extraction. Ben oui, ou dans l'entretien du gazoduc. Puis en plus, on voit que c'est... En tout cas, je ne veux pas revenir là-dessus, vous en avez parlé la semaine dernière. Là, mais ça fait il reste quand même qu'il y a un besoin en gaz naturel, mais on n'a pas besoin absolument de scraper l'environnement pour en avoir. Et voilà. Et avant la pause, je veux parler d'une dernière petite nouvelle parce que ça me fait sourire. Hein? Notre député bloquiste Lac-Saint-Jean, Alexis Brunel-Duceppe, est interdit en Chine. Oh! Là, il faut comprendre que pendant des années, donc suite à Mao en Chine, il y avait c'était Deng Xiaoping qui dirigeait la Chine. Et lui, il était beaucoup plus dans la stratégie faisons le dos rond. Quand on se fait attaquer, faisons comme si on n'écoutait pas, on n'entendait pas, puis laissons tomber la poussière. Et depuis que c'est Xi Jinping qui dirige la Chine, au contraire, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, tu fais quelque chose contre nous autres, on va tout de suite avoir des recours. Et là, on le voit, là, il y a une espèce de nouvelle guerre froide qui se dessine entre la Chine et l'Amérique du Nord, parce que le Canada et les États-Unis semblent parler d'une même voix. Et même l'Europe. Et là, on parle beaucoup de la minorité ouïghour, du génocide possible qu'il y aurait là-bas, des camps de travail, etc. Et là, la Chine fait... avant, ils disaient mais là, aujourd'hui, ils font « Ah ouais », puis là, ils nous attaquent sur la gestion des Autochtones. Pas à tort, en fait, non plus. Non. Mais on a eu aussi le scandale Huawei aussi. Donc, les relations s'enveniment. Oui, mais ça me fait rire parce que quand tu interdis Alexis Brunel-Duceppe d'aller en Chine, tu fais comme dire, hey, tu sais, comme des enfants, là, tu m'as fait ça, moi te faire ça. Mais j'ai pas parlé à M. Brunel-Duceppe, mais qu'est-ce que ça peut bien faire de pas aller en Chine? Lorsqu'il a été interviewé par un journaliste d'ici, il a dit ça me passe 10 pieds par-dessus la tête, j'avais pas prévu y aller. Là, je sais pas. Quel intérêt on a à visiter des dictatures? Non, on n'a pas. Puis surtout que présentement, il est dans l'opposition. Donc, il ne fait pas partie des voyages économiques. Puis il sera jamais. Comme il est avec le Bloc québécois, on s'entend qu'il va toujours être dans l'opposition. Puis c'est surtout aussi que présentement, dans les avenues qui ont été choisies au niveau politique dans notre région, c'était pas de temps de faire des affaires avec la Chine. Non, puis on voit que ça dérange. L'échiquier mondial est en train de changer. J'ai beaucoup hâte de voir les 10 prochaines années comment ça va se positionner parce que je sens qu'il y aura une nouvelle, post-pandémie, qu'il y aura une nouvelle espèce de guerre froide, là, mais plus au niveau économique là, que militaire. Tout le monde, tous les pays du monde, toutes les personnes ont vécu des stress économiques importants. Puis présentement, les dernières guerres, c'était surtout à cause des stress économiques. Oui, mais tu sais, si on peut enfin arrêter d'acheter le produit là, qui sont fabriqués par des enfants payés à 2 cents $, là, ça peut être une bonne affaire aussi, non? Si on peut arrêter de se fier à leur marché pour acheter nos produits parce qu'on en fait trop versus nos besoins afin de répondre à leurs besoins qui pourraient être comblés s'il y avait une meilleure gestion locale de leur économie, au lieu de trop penser à l'exportation de leurs produits au lieu de répondre aux besoins. Au niveau politique, on a énormément de changements dans les dernières années. On a encore même des effets de la Deuxième Guerre mondiale, là, si on y va dans le très loin, si on regarde les grosses vagues. Donc, toute l'histoire a toujours une influence entre elles. Mais la Chine, au cours des dernières années, a passé, je pense qu'en moins de 10 ans, a passé d'un pays du très pauvre à une force mondiale, à une puissance mondiale. Mais donc, ça s'explique beaucoup avec le retour de Hong Kong à la Chine, là, qui avait été loué à la Grande-Bretagne pour 100 ans, puis qui avait développé une économie de marché, et la Chine devait réintégrer cette économie de marché-là à l'intérieur. Donc, ça a amené les zones open door de l'époque de Deng Xiaoping. Mais c'est aussi le système communiste, on ne se cachera pas, qui a pris beaucoup de décisions qui étaient non démocratiques, qui ont plus priorisé la santé économique du pays que la vitalité sociale. Oui, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés avec leur appellation C'est pas du communisme. C'est pas du communisme, zéro, c'est des dictatures. Là. Je veux dire, ils se sont appelés communistes parce que ça paraît bien
se mettre du côté de la social-démocratie, mais c'est complètement faux. Là. Ce n'est que des dictatures. Je vais te donner une anecdote. J'étais une carré rouge en 2012. Lancez-moi des roches si vous voulez. Mais je suis encore très prise par ça. Et je m'étais chicanée avec mon père à l'époque. Il me disait, là, vous allez pas... Comment il m'avait dit ça? Il avait dit, là, c'est la politique qui parle, c'est la majorité qui parle. Si on vous suivrait, ça serait le communisme comme en Chine. Je regarde mon père. Sais-tu comment ça fonctionne au niveau politique en Chine? Ben, on dit non. Tu sais, il y a un parti qui a le droit de se présenter. Il n'y a aucune opposition politique, c'est une dictature. Il faut arrêter. Là, on dit communiste parce qu'eux s'appellent comme ça, mais ça n'a rien de communiste. Allez relire Rosa Luxembourg, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, c'est quand même... c'est très intéressant de voir comment ça va évoluer parce qu'au niveau politique, tu sais, occupe-toi de la politique, sinon la politique s'occupera de toi. C'est une belle phrase pour partir en pause. On vous revient dans quelques instants avec la suite de l'actualité. À tout de suite. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi continuer de se protéger après avoir été vacciné contre la COVID-19? Même quand un vaccin est déclaré très efficace, il ne nous protège pas à 100%. Plusieurs mois vont être nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population. Pour ces raisons-là, la distanciation physique de 2 mètres, le port du masque et le lavage fréquent des mains sont des habitudes à conserver. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Électron Libre, c'est quoi? C'est un trio de chroniqueurs, Francis Côté, Mélanie Saint-Germain et moi-même, Pierre Turcotte, qui vous informent et qui vous divertissent sur des sujets passionnants, toujours hétéroclites et parfois même étranges. Une source divertissante d'informations inutiles, de convivialité et de plaisir. Ne manquez pas, Électron Libre. Ça vient de qui, tous ces messages-là? Hein? Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose? Mais voyons, de quoi tu parles? Hey! Prends-moi pas pour un épais. Je le sais que tu parles dans mon dos à tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention. Chérie. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Là. Tu vas me le dire, c'est à qui tu parles, OK? Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. J'ai l'air de quoi? Je suis ton chum, c'est moi qui devrais être ton confident. Nouvelles du Haut-du-Lac est la présentation hebdomadaire de ce qui a marqué l'actualité de la MRC Maria Chapdelaine. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez votre rendez-vous en ligne en vous rendant sur québec.ca/vaccin COVID. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de bien vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. On est de retour. J'espère que vous avez eu une belle pause. Nous, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Mais là, on revient dans le sérieux de l'actualité. Joanie, on va aller à un autre niveau. Puis je sais que c'est un sujet qui touche énormément. On a parlé, vous en avez parlé d'ailleurs la semaine dernière, il y a eu beaucoup de féminicides depuis le début de l'année. On sent que le gouvernement veut faire des choses. C'est pas toujours évident parce qu'on peut pas se mettre à suivre tous les hommes de la Terre. Là. Mais il y a un projet de loi déjà pour surveiller les hommes qui ont déjà été accusés de violence conjugale. Donc,
faire un suivi plus serré parce qu'on s'aperçoit que souvent, quand on se rend au féminicide, il y a déjà eu des appels à l'aide et puis que ces gars-là, ils sont connus. Là. On le sait qu'ils ont un potentiel violent. Fait que faire un suivi plus serré, est-ce que, selon toi, c'est une bonne idée? Déjà l'été passé, on en parlait, on avait apporté le sujet. Et oui, parce que le projet qui a été proposé, sur lequel le gouvernement va voter, c'est d'avoir des bracelets. Oui. Des bracelets électroniques sur les hommes qui vont avoir été condamnés pour violence conjugale. Donc, violence conjugale, c'est déjà un excellent début. C'est déjà un excellent début. Cependant, ils n'ont pas changé encore la définition de c'est quoi une violence conjugale. Ouais, OK. Je vois où tu t'en vas. C'est bien parce que oui, on a quand même un système qui protège, qui met au courant, mais on s'en est aperçu pendant la pandémie. C'est plus enraciné que le coup de poing ou ce qui me laisse des marques au niveau physique. Donc, c'est beaucoup plus difficile lorsque nos autorités n'ont pas les moyens d'intervenir lors de d'autres types de violences. Violence sexuelle, violence économique, violence psychologique. C'est des violences qui sont très difficiles à détecter si on n'a pas la formation nécessaire. Mais Pierre, dans nos institutions, est-ce que tu crois que les personnes qui créent les lois ou qui les appliquent ou qui les discutent ont une formation assez intéressante sur c'est quoi de la violence conjugale, faire la différence entre la violence et de la chicane? Non, mais ils ont les outils parce que nos politiciens ne sont pas formés dans tout. C'est impossible, sauf qu'ils ont accès à des rapports, à des enquêtes, à des études, à la recherche universitaire. Donc, ils ont accès à ça. Est-ce qu'ils l'écoutent? Ça, c'est une autre histoire. Mais oui, ils ont accès à ces données-là, ils ont accès à cette information-là. Est-ce qu'ils en tiennent compte? Ce ne sera pas la première fois qu'ils n'en tiendraient pas compte. Là. Non, c'est ça. Donc, c'est quand même, au niveau de la loi, du code criminel, ça serait bien de repenser qu'est-ce que la violence conjugale pour la définir. Déjà qu'on a un changement au niveau du langage, ce n'est plus des drames conjugales, mais bien des féminicides. Ça, je suis très heureuse. Absolument. Ça, c'est bien important, c'est démontrer que la victime est une femme parce que c'est une femme, pas parce que c'est un couple, parce que l'homme, le conjoint, minimise son impact sur cette femme ou pense avoir le contrôle ultime de cette liberté-là, qui est la liberté de vivre. Là, avec la montée, justement, des féminicides, est-ce que toi, tu attribues ça au fait de la pandémie, les situations financières, les gens qui sont tout le temps à la maison? Où on sait d'ailleurs que quand on fait de la violence conjugale, une des choses qu'on veut, c'est de garder le recluse, la victime, le plus possible, qu'elle n'ait pas à avoir accès à de l'aide, à ses proches, etc. Là, le gouvernement leur offre ça sur un plateau d'argent, quelque part. Là. Donc, oui, on a une augmentation des féminicides, mais on a aussi une augmentation des cas de violence conjugale parce que l'accès aux soins de santé mentale est très diminué. Énormément. Il y a beaucoup plus de besoins avec la pandémie aussi. Oui, beaucoup plus de besoins, mais aussi on a moins de milieux pour constater des effets visuels parce que combien de temps les écoles ont été fermées, on n'a pas vu des enfants qui pouvaient être blessés. On n'a pas vu dans les milieux de travail des femmes ou des hommes, parce que la violence conjugale, c'est dans les deux sens, avec des bleus ou avec des blessés. Donc, tu sais, on n'a pas de milieu qui peut s'auto-surveiller. Donc, les personnes qui sont prises avec des conjoints violents sont prises dans un cercle vicieux puis souvent enfermées dans le même bâtiment sous le prétexte de la santé publique. Donc, c'est énormément... C'est dur à diagnostiquer, c'est dur à voir, c'est dur à constater, puis c'est dur aussi pour nos policiers qui, même s'ils ont un soupçon, n'ont pas les outils légaux pour pouvoir intervenir. Donc, je ne mets pas le blâme sur les policiers qui n'interviennent pas, parce que dans les dernières années, on disait, bien, les policiers ils savaient, mais les policiers ne peuvent pas intervenir tant que la personne ne porte pas plainte. C'est le fonctionnement de notre système légal. C'est le fonctionnement. Mais si on révisait c'est quoi une preuve de violence conjugale, parce que dans la violence conjugale, il y a aussi la manipulation. Il y a la manipulation. C'est dur à prouver, la manipulation, quand même. C'est dur à prouver, mais on a de plus en plus d'expériences, de recherches qui démontrent des traits qui nous permettraient d'avoir un doute raisonnable pour la situation. Donc, dans le comportement de la victime, autant que dans le comportement de l'agresseur. C'est bien important. Puis, il y a des choses qui évoluent à travers le Québec puis à travers le monde qui peuvent être bien intéressantes, comme par exemple, il y a un signe, et je vous invite à le partager auprès de vous. Il y a un signe pour démontrer à l'international quand une personne est en danger. Peu importe le sexe, peu importe l'âge. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui fait ce signe-là,
c'est un signe, appelle le 911, j'ai besoin d'aide. Donc, vous êtes un livreur de pizza, quelqu'un vient, puis vous fait ce signe-là, appelez le 911, donnez l'adresse. Parce que l'accès au téléphone... C'est bon d'en parler. Les enfants qui font ça, une personne aînée, n'importe qui fait ce signe-là en nous regardant, qui est bien conscient de ce que ça veut dire, c'est « trouve un moyen de me protéger, je suis en situation de danger et tu ne le sais pas ». On prend la main, on referme le pouce et on referme nos doigts par-dessus. Venez me libérer de Joanie! On fait des blagues avec ça. Mais c'est quand même un geste simple qui permet... donc, vous êtes en visioconférence, il y a quelqu'un qui fait ça à l'écran. C'est des choses importantes, c'est des symboles qui sont développés avec le temps au niveau social, mais qui fait une différence parce qu'il y a plus d'intervention. C'est plus facile de le communiquer. C'est pas au téléphone que tu vas dire avec ton conjoint violent « Venez me chercher, il est en train de me battre. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est assez difficile. Puis les conjoints violents aussi connaissent le truc de la pizzeria. Ouais, donc, mais on connaît de plus en plus c'est quoi les signes, les symboles, puis dans les différents pays, il y a aussi des solutions, il y a des actions. Parce que là, présentement, ce que moi, je vois du gouvernement, surtout du gouvernement québécois, c'est de la sensibilisation. Mais où vont être les actions? Ben, tout est là. Hein. Il faut sensibiliser, c'est important parce que c'est par l'éducation qu'on va changer le paradigme à long terme, mais il y a des gens qui souffrent maintenant, puis eux, ils ont besoin d'aide maintenant. Oui, puis c'est bien de... dans leur campagne de sensibilisation, ce qui est particulier, c'est qu'ils reproduisent les mêmes phrases, les mêmes comportements qu'une victime peut vivre, mais entre amis. Comme par exemple, ben c'est ça, tu vas me tromper, tu veux pas me laisser voir ton cellulaire, on voit l'exagération, mais il n'y a pas d'exagération là-dedans. C'est vraiment des comportements de personnes violentes. Puis, ce qu'on ne tolérerait pas qu'un inconnu nous fasse, il faut encore moins le tolérer de la part d'un conjoint ou quelqu'un dans notre intimité. Donc, mais comment on sort de là? Parce que la violence conjugale, le moment le plus risqué pour la vie d'une personne victime de violence conjugale, c'est la séparation. Ben oui, ben oui. Ça met la personne violente en état de détresse. Oui, puis en état de perte de contrôle, parce que la violence ne vient pas de n'importe où. C'est souvent une mauvaise gestion des émotions ou une mauvaise reconnaissance des émotions. Il y a une perte de pouvoir aussi. Lorsque la personne s'en va, c'est une perte de pouvoir sur l'autre, donc frustration. C'est très complexe. Ça commence souvent par de la manipulation. T'sais. J'ai déjà été victime, puis la personne elle me disait, alors qu'elle me connaissait depuis peu, « Ouais, c'est ça, tout le monde dit que tu es une salope. » Hey, tu connais même pas mon monde. Non, c'est ça. Donc, il y a cette sensibilisation-là, c'est aussi donner de la confiance à la victime. À la victime, dire « Je te crois, de un, et tu as la capacité. Si tu ne te sens pas bien, tu as le droit de sortir de cette situation-là. » Mais il y a beaucoup de symptômes. C'est très complexe à étudier. Il y a des excellents sites Internet, SOS Violence Conjugale au Québec, qui, eux, offrent des tests pour faire la différence. C'est quoi une chicane? Puis de la violence conjugale, de la manipulation. T'sais, donc, pour les jeunes, mais pour les moins jeunes aussi. D'accord. Je t'arrête parce qu'on en parlait jusqu'à la fin de l'émission, là, je nous connais. Le gouvernement québécois de la CAQ va déposer une nouvelle offre à la fonction publique ce matin, en fait, aux différents syndicats. On sait que la dernière offre qui avait été déposée la dernière fois avait été rejetée. C'était une offre d'augmentation salariale de 5 % sur 3 ans. Bon, puis là, ben, je le sais, là, parce que, mettons, on voit là, des gens qui commencent à faire la grève, à manifester, à mettre de la pression sur le gouvernement. Et ça met un peu l'odieux de la situation sur ces groupes-là. Parce que le monde font, puis c'est normal, là, de fond. Voyons, là, on est en état de crise, là, je veux dire. C'est pas le temps de négocier de l'argent, là. Moi, j'aimerais rappeler que les syndicats ont clairement dit au départ, on attend que la pandémie termine pour négocier, justement pour être capable de négocier de manière saine, mais le gouvernement a refusé. Mais parce qu'il savait très bien que l'odieux de la négociation allait retomber sur la fonction publique. Ouais. Donc, ceci étant dit, il reste que les négociations ont l'air de quand même bien avancer. J'ai hâte de voir là, quelles sont les nouvelles offres. Il ne faut pas oublier aussi qu'au Québec, ben, on vient de faire un déficit de 15 milliards. Là. Donc, à un moment donné, on ne peut pas non plus tout donner à tout le monde. On a une crise sanitaire à gérer. Donc, j'essaie de me placer entre les deux là, pour essayer d'avoir un portrait réaliste de la chose. Est-ce qu'on va réussir à s'entendre ou ça va finir par passer par une loi spéciale? Ben, en plus, la crise sanitaire a mis au jour des problèmes graves. Par exemple, la définition de ce qu'est un travailleur essentiel. Donc, c'est
déjà assez important. Là. On n'entendait pas beaucoup parler des éducatrices en garderie, mais on a vu aussi c'était quoi l'impact de ne pas avoir de garderie, l'impact sur la société, la pénurie d'infirmières, l'augmentation du nombre de préposés aux bénéficiaires avec une formation ultra accélérée, puis ceux qui avaient la formation puis qui allaient dans les zones rouges avaient plus de paye que ceux qui ont de l'expérience, qui travaillent depuis des années. Ah non, puis là, là-dessus, je veux faire une parenthèse, là, parce que le premier ministre a comme écrit une lettre en fin de semaine pour dire « Hey, si tu travailles fort, tu es capable d'être indépendant financièrement à 45 ans. » Je m'excuse, mais les infirmières, ils travaillent très fort, puis ils ne seront pas indépendantes financièrement à 45 ans. Là. Fait que je m'excuse, mais j'ai trouvé ça très malvenu là, de la part du premier ministre. Cette espèce de leçon paternaliste-là de quelqu'un qui a été privilégié dans la vie, là. Non. Non, puis tu sais, le paternalisme est quand même une caractéristique qu'on pourrait utiliser, un adjectif sur ce gouvernement-là. Il a été très... ça a été très bon pendant la pandémie. Il y a quand même un taux de satisfaction pour la gestion de la pandémie. Juste en temps de crise, on sait ce qu'on veut d'un gouvernement, qu'il soit paternaliste. Mais là, cependant, là, on parle plus d'une réalité socio-économique. On parle quand même des employés de l'État qui demandent des meilleures conditions de travail puis des augmentations juste selon le coût de la vie. Parce qu'on s'entend, étant donné notre système politique, c'est quand même une énorme charge. C'est un des plus gros employeurs là, du Québec. Parce que quand on parle du Québec, là, il y a une ville comme la ville de Québec, quand on tombe en récession, on tombe à peu près jamais en récession, justement parce que il y a beaucoup de fonctionnaires qui y travaillent et qui ne perdront pas leur emploi et qui vont continuer à faire rouler l'économie. Tu sais, le ministère des Transports, le ministère des Forêts, le système d'éducation, le système de santé, il y a beaucoup de choses qui sont à la charge du gouvernement. Donc, moi, on est aussi dans la période des impôts. Quand je paye encore des impôts, ouais, mais tu ne payes pas le système de santé, tu ne payes pas tes profs, tu ne payes pas l'entretien de tes routes. Excuse-moi, mais c'est pas cher pour tout ce qu'on a à... Allez faire un tour en Finlande, pour vrai, c'est fascinant. Ils payent beaucoup plus d'impôts que nous et ils en sont fiers parce qu'ils ont un système qui est reconnu comme un des meilleurs au monde au niveau de la social-démocratie. Ben, écoute, on pourrait tous s'en inspirer un peu, je sais pas. Ben, tu sais, ça fait que, présentement, le fait que le gouvernement relance les négociations alors qu'en plus, on s'en va vers une troisième vague, c'est mettre la responsabilité sur des professionnels qui ont dit eux-mêmes « Hey, on est prêts à attendre. Puis c'est le gouvernement qui a dit « Non, on va régler ça le plus vite possible. » Pourquoi tu pourrais pas gérer une crise à la fois ou on est considéré comme une petite crise? Ouais, c'est la petite stratégie politique, ça. Oui, c'est ça. On parle quand même du système public. Hein? On parle de la représentativité. On veut avoir de l'air d'être en pouvoir, mais il ne faut pas oublier que ces fonctionnaires-là sont aussi ceux qui votent. Clairement. Je veux qu'on reste du côté de nos élus. Parce qu'on a vu beaucoup de menaces faites sur les réseaux sociaux en lien avec les élus. Il y avait des statistiques qui sont sorties cette semaine qui nous disaient, écoute, ça s'est multiplié par je ne sais plus combien le nombre de menaces qu'il y a eu envers nos politiciens. Et donc, on doit renforcer beaucoup la sécurité de nos élus. On disait qu'avant, c'était rare qu'on avait autant de sécurité auprès d'un élu. Maintenant, c'est plutôt le contraire. C'est rare quand on voit un élu qui a peu de sécurité parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de menaces, surtout en lien avec nos premiers ministres, Justin Trudeau, François Legault. Je ne pense pas qu'ils méritent ça. On a le droit de ne pas être d'accord avec eux, là, mais de là à les menacer, je pense que... Il ne faut pas oublier que la pandémie augmente la frustration, augmente les comportements violents et les comportements violents qui sont verbalisés. On a eu un cas en 2020 d'un homme qui avait fait une menace de mort auprès du premier ministre Legault. Donc, c'est une façon, pour les gens qui vivent de la frustration, d'envoyer des menaces, de soulager, mais tu viens de transférer le stress puis de mettre en danger psychologique, en harcèlement, la victime. Ça s'applique aussi à nos députés qui doivent prendre des décisions déchirantes auxquelles aucune recherche, rien ne peut les soutenir. C'est important, cette sécurité-là, parce que s'ils ne se sentent pas en sécurité, comment peuvent-ils prendre des décisions éclairées? Est-ce qu'ils vont se laisser influencer par les menaces de mort des gens qui mettent une pression malsaine au risque de mettre d'autres personnes en danger? Donc, c'est à la fois une démonstration de puissance, bien pas de puissance, mais de désir, pas de neutralité, mais de conscience, de dire je vais me respecter, le gouvernement va respecter ses choix, va s'équiper de sécurité pour dire tes menaces ne me toucheront pas. François Legault a fait une conférence de presse, il est rendu avec 4 gardes du corps rapprochés.
C'est énorme, là. Ben oui. C'est des coûts aussi sociaux, là, puis c'est normal là, de le faire, là, tu sais, je veux dire. Dans cette situation-là, il le faut, là. Il le faut parce que, tu sais, il y a les personnes frustrées, il y a les conspirationnistes, il y a plein de problèmes de santé mentale, là. Attention, je ne mets pas les conspirationnistes dans la santé mentale. Il y a plein de situations présentement où ce n'est pas pour... C'est exacerbé, c'est concentré, puis c'est facilité aussi. Parce que là, c'est plus une lettre que tu envoies, que tu mets un timbre. Tu envoies ça sur Facebook, tu changes de compte sur Twitter ou autre, là. Ça te prend 5 minutes. Il y a pas... Puis ça ne m'étonnerait pas du tout que la majorité des gens qui font ça, ils ne pensent pas aux conséquences qui viennent après. Non. Puis si on arrêtait de faire ça, on pourrait prendre ces gardes du corps-là et les envoyer vers les femmes en situation de détresse. Victimes de violences conjugales. Je dirais peut-être pas les envoyer là, mais donner de la formation, pas donner de la formation, mais permettre à nos députés de se poser la question sur la définition de ce qu'est de la violence conjugale dans notre cas de... Oui, puis l'autre problématique, puis là, ça m'amène sur un autre point, on s'en va un peu à l'international, c'est que les réseaux sociaux restent importants pour la liberté d'expression, pour la circulation d'informations. Mais est un outil d'influence important. Oui, et d'intimidation. Mais là, de l'autre côté, on voit, mettons, ce qui se passe en Russie, où là, on est en train de vouloir limiter l'accès aux réseaux sociaux. Et quand un gouvernement limite l'accès à la liberté d'opinion, bien, le revers de la médaille, c'est qu'on s'enfonce dans la dictature encore plus, là. Fait que la solution, elle est je ne sais pas, mais je pense qu'elle serait dans la bonne foi des gens ou une manière de discuter, d'être nuancé, d'être moins polarisé, d'être mieux informé, puis d'avoir un réel dialogue, de la nuance dans ce qu'on dit. Présentement, nos systèmes de réseaux sociaux, l'algorithme favorise les petits groupes restreints qui s'extrémisent ensemble. Parce que nos algorithmes, par exemple Facebook, Twitter ou autres, vont nous offrir des choses qu'on a déjà aimées. Ils calculent selon le temps qu'on regarde une publication, le nombre de j'aime, le nombre de partages, le nombre de commentaires qu'on laisse. Donc, ils vont toujours, pour nous garder le plus longtemps possible sur leur plateforme, nous offrir des choses qui nous intéressent ou qui nous font réagir. Et de plus en plus, dans les comportements, depuis qu'on a des réseaux sociaux, les gens vont éliminer les gens qui ont pas les mêmes visions politiques qu'eux. Donc, on se retrouve vraiment à s'isoler de plus en plus dans les extrêmes. On s'en va quand même dans quelque chose d'assez important, là. On s'isole dans les extrêmes, il n'y a plus de lieu d'échange. C'est bizarre parce que le dialogue, c'est tellement simple. Si je te crie après puis je t'insulte, est-ce que j'ai l'impression que tu vas mieux comprendre mon message que si je te l'explique avec des arguments rationnels? Pourtant, je peux te dire la même affaire dans le fond, là. Mais tu ne seras jamais réceptive à des insultes. Mais tu peux peut-être être réceptive à un dialogue, à de la nuance. Je ne sais pas. Je suis niaiseux? Bien, il y a... oui, je suis niaiseux, mais... Non, ben pas dans ce cadre. Parce que oui, on se raconte beaucoup de blagues entre les pauses et avant l'émission. Mais, comment je pourrais dire? Le fait qu'on n'est pas confronté à d'autres opinions avant même que ça soit radicalisé, que ce soit enraciné, qui se cristallise, qui s'enracine dans nos comportements, bien, ça fait que c'est beaucoup plus difficile de remettre en question notre positionnement parce qu'on s'est alimenté. On s'est alimenté d'un extrême ou d'un autre. Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Cependant, lorsqu'on fait un échange, faire la différence entre les faits, entre la réactivité des faits, donc comment on réagit, l'émotionnel qu'on a face à ça. Puis aussi, il y en a beaucoup qui prennent leur opinion aussi pour leur ego. Donc, tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi. Non, je ne suis pas d'accord avec ton opinion. C'est pas toi. Non, mais oui, écoute, puis on oppose souvent des enjeux qui ne s'opposent pas techniquement. Moi, je prends le cas là, qui est en Cour suprême présentement avec Mark Ward puis Jérémy Gabriel, où on oppose la liberté d'expression avec la dignité humaine. Je veux dire, si on enlève les personnes, c'est deux principes avec lesquels j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Tout le monde veut qu'on respecte sa dignité personnelle, puis tout le monde veut avoir le droit de dire, avoir la liberté de parole. Mais on sent que dans ce cas-là, il faut comme choisir. Ben non, il n'y a pas de choix à faire. Les deux sont importants. Ce qu'on veut, c'est trouver une limite entre les deux. Ben oui. D'où la nécessité de nuance et de dialogue. J'ai de la misère à comprendre des fois comment les gens réfléchissent. Dans ce système-là, il y a quand même il y a eu le scandale Analytica lors de l'élection de M. Trump. C'est quand même important de regarder comment les algorithmes de nos systèmes sont faits. Oui, il y a eu le Cambridge Analytica, mais de plus en plus, on découvre aussi que d'autres puissances politiques
interfèrent avec notre vision de notre politique interne. Donc, en faisant des vidéos avec de l'intelligence artificielle qui étudie nos comportements, ce qui nous fait réagir, et il nous offre un contenu qui vient changer le comportement. Tu sais, la technologie, la science, le futur, les avancements ne se font pas seulement sur la technologie, ils se font aussi sur la connaissance du cerveau humain, puis du comportement, puis de la psychologie. Donc, si tu rassembles tout ça à l'intérieur avec des gens qui connaissent et le comprennent, puis qui le présentent ou qui l'interagissent avec des gens qui ne veulent pas le comprendre ou qui n'ont pas accès à l'information pour mieux comprendre et mieux réagir, bien, on se retrouve dans des situations assez extrêmes. Donc, le premier conseil, c'est qu'il faudrait se donner, nous, en tant que citoyens, mais aussi repenser les algorithmes des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est des entreprises privées. Donc, si tu ne payes pas, c'est souvent toi le produit. C'est toi le produit. C'est ton temps d'attention qui est recherché par les personnes qui payent pour de la publicité. Donc, puis c'est incroyable les choses qu'ils savent à propos de nous, puis pourquoi ils nous offrent des produits très particuliers. On est tous leurs employés. Qui travaillerait gratuitement dans la vie? Et pourtant, on travaille tous sur Facebook à écrire des articles, des commentaires, à leur créer du contenu gratuit. Oui, mais attention, c'est pire que ça. C'est on leur offre du contenu gratuit, il y a de l'interaction. Mais on achète les produits de la pub aussi. Donc, tu sais, on n'est pas des employés. On est une part de la machine qui crée le profit. Puis, donc, tout ça, c'est... 30 secondes. Se renseigner sur la psychologie du marketing, sur l'intervention, sur comment notre cerveau fonctionne face à une publicité. Se renseigner sur qu'est-ce que la radicalisation et quand même, régulièrement, ça serait le fun qu'un organisme local, quelque chose nous offre des opportunités de débat organisés avec des professionnels. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre, qu'on s'organise, tu sais, des débats sur... C'est une excellente idée. Il faut plus de nuances et de dialogue dans cette société-là qui se polarise beaucoup trop à mon goût. Là-dessus, j'aimerais vous dire adieu. Ceci est ma dernière émission de Qu'en pensez-vous? Non, demain, c'est le 1er avril, poisson d'avril. Je serai là la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir été des nôtres. J'ai eu une panique, Pierre! Donc, merci d'avoir été là. Suivez l'actualité avec nous. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Joanie. Merci à vous. Bonne semaine.